se lancer. Je suis très contente d'être là. Et l'année dernière, j'étais dans... Je vais vous expliquer mes postures. J'étais dans l'autre posture, puisque pour le premier colloque, j'étais la journaliste avec son appareil photo, celle qui emmerde toujours le premier rang parce qu'il faut se pousser, parce qu'il faut qu'elle ait le bon angle pour les photos, voilà, avec son carnet qu'elle oublie, que les gens lui rendent. Et l'année dernière, par contre, j'avais mes cartes que j'ai complètement oubliées. Alors, si certains d'entre vous veulent qu'on reste en contact, merci de me donner vos contacts. Alors, qui je suis et pourquoi j'interviens sur la médiation équine, une nébuleuse. Nébuleuse, c'est donc cette idée de nuage, de gouttelettes en suspension, et parfois de choses qui ne sont pas très faciles à repérer. Alors justement, la journaliste que j'étais l'année dernière, j'étais là par intérêt, bien évidemment, pour la question fondamentale de la médiation équine, parce que j'avais aussi réussi à négocier avec le journal pour lequel je travaille un article, et Dieu sait si la négociation a été longue. C'est un journal qui se consacre aux sports équestres, et ce qui n'est pas sports équestres, compétition, ne les intéresse toujours pas, fondamentalement. Mais bon, j'avais 3 pages, et c'était donc très important que je sois là l'année dernière. Alors, je suis à la fois donc journaliste équestre, ça c'est l'après-midi et les week-ends. Le matin, je suis auxiliaire de vie scolaire individuelle, AVSI. Les piges ne me payant plus suffisamment, voilà, j'accompagne donc un jeune homme en terminale atteint de différentes difficultés. Donc, le matin, c'est ça. L'après-midi, journaliste équestre et les week-ends. Je suis moi-même cavalière, grosse tendance éthologie à pied. Après m'être fait piétiner par un cheval il y a 2 ans, j'ai jugé qu'une certaine, voilà, un côtoiement à terre ou pied à terre me convenait très bien. Et puis, je suis depuis 10 ans la belle-mère de celui qui est devenu un jeune adulte handicapé mental, qui est entré dans ma vie. Il avait 17 ans et il en a aujourd'hui, il va avoir 28 ans cet été. Et il était à peine plus haut que moi quand je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il fait 2 mètres et 110 kilos. Et vous allez comprendre que ceci a un vrai sens. Donc, je suis à la fois observatrice en tant que journaliste, c'est mon vécu, c'est mes partages émotionnels, affectifs, familiaux, qui vont intervenir au cours de cette intervention. Nicolas est prié de me fusiller si je dépasse les 20 minutes, parce que je n'ai pas mis mon timer là. Toutes les 5 minutes, oh, il y a une balle qui sort. Voilà. Alors, donc il y a 1 an, on va dire que je suis dans la posture de quelqu'un qui va expliquer à un lectorat ce qu'est cette médiation équine, qui vient donc au colloque. J'écoute, je rencontre des intervenants, en sortant du colloque, pour dire les choses, tout me paraissait simple. Il y avait des gens qui intervenaient, qui parlaient de leur métier, qui en témoignaient. Je me disais, voilà, c'est clair, ça va être facile à expliquer. Mais je ne vais pas m'en tenir que là, je vais aussi aller voir sur des sites, sur des blogs, et ailleurs, dans la francophonie, ce qu'on fait avec ce cheval ou cet âne et cet accompagnement thérapeutique. Et là, tout c'est abominablement compliqué. Alors, Nicolas m'a dit que je fais ça. Alors, ça, c'était la photo d'ouverture de l'article qui m'a été, je précise, prêtée par la Fondation Sommer. C'est très important de préciser qui prête quoi. Voilà. Donc, je commence donc à circuler, et là, moi qui sortais en me disant, équithérapie, tout baigne, ça va être facile à expliquer. J'étais aussi partie avec des témoignages. J'avais déjeuné à l'extérieur à la pause. Et c'est peut-être sûrement le cas d'un certain nombre d'entre vous qui vous avez une pratique, psychologue, psychomotricien, kiné, ou un projet par rapport à la médiation équine. Et alors, vous avez besoin de savoir, mais qui fait quoi et comment on fait?
Et à midi, c'était très flagrant, beaucoup de gens, mais comment on fait, qui est-ce qui forme, où est-ce que c'est, combien de temps ça prend, qui prend en charge. Donc voilà, mon idée, c'était quand même d'arriver à faire quelque chose de clair, et la suite des événements a montré que c'était pas si clair que ça. Alors, heureusement, Nicolas existe, à tout point de vue. Donc je lui envoie un certain nombre de mails en lui disant: Nicolas, je ne comprends pas. Moi, je sors du colloque, c'est 1, équitie, 2, équithérapie. Je travaille dans mon coin et je vois que les choses ne sont pas du tout aussi simples que ça. Et Nicolas m'a fait cette réponse, vous le reconnaîtrez, dans toutes ses subtilités. Il me répond: pour le public, il n'est pas évident de s'y retrouver facilement et immédiatement dans le monde de la médiation équine. Je confirme. Pas plus qu'il n'est évident pour un parent d'apprendre le handicap de son enfant, de se retrouver dans le monde médico-social entre les approches éducatives, sociales, thérapeutiques, médicales, psychologiques, rééducatives, les associations de famille, les formalités administratives, les forums qui grouillent d'informations contradictoires, et petit coup de pied à l'âne de Nicolas, et les professionnels plus ou moins cohérents. J'ai coupé là la citation parce que ça allait beaucoup plus loin. Autrement dit, Nicolas répondait avec l'intelligence qu'on lui connaissait, qu'on lui connaît, mais aussi non, Nicolas, il va m'enlever 5 minutes. Non, on la connaît toujours, Nicolas. Voilà. Mais aussi que oui, ben voilà, c'est pas très simple. Alors, exemple de complexité. Bon, cette année, effectivement, il y a la reconnaissance donc au Codrom de l'équicie. C'est déjà un premier pas. Voilà, entre réglementation et non-réglementation, voilà, un premier pas est fait. Mais il y a aussi, alors, il y a ceux qui sont équithérapeutes ou équici de facto, qui n'ont peut-être pas fait le cursus. Et puis, dans la francophonie, les choses peuvent être aussi très différentes. Exemple en Suisse. En Suisse, c'est l'hypothérapie. Alors, il y a aussi les termes, voilà, les différents termes qui sont utilisés, ça aussi s'affiche dedans. J'ai trouvé thérapie assistée par le cheval, thérapie avec le cheval, vous avez toutes les variantes. Autour d'eux, avec, au-dessus, en dessous, voilà. Et le terme d'hypothérapie, également employé au Québec, qui quand même regroupe un certain nombre d'équitants et de gens qui pensent aussi voilà, à la médiation animale. Alors, pour corser le tout, les différents statuts. En Suisse, par exemple, l'hypothérapeute reconnu comme tel, c'est-à-dire diplômé, formé via une école d'hypothérapie, ces séances sont prises en charge par les caisses d'assurance maladie en Suisse. Voilà. Ici, c'est rarissime, sauf circuit dans lequel je n'entrerai pas. Ça peut arriver, comme souvent, ça peut ne pas arriver. Moi, j'ai côtoyé autant de parents qui payaient de leur poche qu'un enfant venant d'un IME, d'une structure, et là, la prise en charge se fait via l'institution. Voilà. Donc, pour finir, cet article paru... Ah oui, alors, quand même, je veux vous montrer... Je ne sais pas si on voit très bien Nicolas. C'est Nicolas qui a fait le montage. Donc, je signale que pour tous ceux qui cherchent quand même des informations, il y a ce tableau sur le site de l'IFEC qui est extrêmement bien fait parce que moi j'ai schématisé. J'ai dit équicie, équithérapie. C'est évidemment beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus vaste que ça, parce qu'il y a aussi handisport, qui est souvent où l'on retrouve par exemple des psychomotriciens. Et je vous signale que des cavaliers de l'équipe de France en handisport, en dressage et en CSO ont souvent, eux, commencé par des séances de médiation équine qui, un jour, les conduisent, eux, à faire le choix de la compétition. Donc, handisport, sport adapté, et qui en dit, voilà, et qu'ici, hypothérapie, thérapie avec le cheval, équithérapie. Ah, ça c'est, voilà, la suivante. Voilà. En tout cas, il est très clair, puisque vous avez les objectifs, qui sont les intervenants, les limites et le champ d'intervention. Voilà. Je dirais que c'est du Nicolas tout craché, c'est clair. Sur le site de l'IFEC, Nicolas, j'accepte l'enveloppe immédiatement. Voilà. Donc, oui, les choses ne sont pas
ne sont pas très simples, mais il y a quand même quelques outils. Et pour ceux qui veulent se diriger ou se réorienter, voilà. Je trouve que ce tableau montre bien, avec en plus pour cette année, le fait que donc Laetitia est reconnue au Code Rome. Alors, je vous mets donc la diapo suivante. Et pour vous expliquer en quoi, de journaliste, je suis aussi parente. Donc je suis la même, mais avec la parentalité et une drôle de parentalité. Donc je vais juste faire la petite intro. Et je suis très, je le disais à Nicolas, je suis très contente de pouvoir parler en tant que parent d'enfants handicapés mentaux. Parce que la place des parents, elle est souvent très sur les côtés de la nébuleuse. Et que, voilà, enfin, vous entendrez sur cette partie-là, il y a une émotion que je n'ai pas dans la première partie. Voilà. Donc, il y a 8 ans, je travaillais beaucoup pour un site dont je vous donne le nom parce que je tiens à rendre hommage à cette femme qui est une femme vaillante. Il y en a beaucoup dans le milieu équin. Je précise beaucoup d'hommes vaillants aussi, hein, tout de même. Je travaillais pour le site de Martine Della Rocafasquel qui s'appelle Femmes Cheval Passion. Et l'objectif de ce site, c'est de mettre en valeur les femmes chefs d'entreprise sportives qui font le milieu équestre. Alors, équestre et hippique. Elle est issue, elle est fine d'un entraîneur du trot. Et donc, je faisais ces portraits et je passais mon temps à aller dans des clubs, à rencontrer des femmes, à prendre des photos. Et quand je dis que je passais mon temps, c'était absolument tout sauf ennuyeux. Alors, la grosse cerise, là, qui est là, à droite de la photo, sortait de l'IME puisqu'il venait d'avoir 18 ans. Pour ceux qui connaissent ce type d'institution, à 18 ans moins 2 jours, on rappelle les parents pour leur dire « vous êtes bien là dans 2 jours, vous venez le chercher ». La limite, c'est 18 ans. Et après, démerden-sich. Brièvement, je vous expliquerai que la suite a été quand même très compliquée. Donc, Alain se retrouve lâché dans la nature. Et la nature, c'est lui qui est paraphrène confabulant. Paraphrène confabulant, je résume, c'est le délire permanent. C'est permanent. Il est psychotique, donc délire total. Très dans la grandeur, dans la forfanterie. Il est chef des pompiers, chef du monde. Donc 2 mètres, 110 kilos, il a un petit peu maigri. C'est compliqué. Il a longtemps été schizophrène. Il n'a pas ce qu'ont certains schizophrènes, c'est-à-dire de pause. À la paraphrénie confabulante, il n'y a pas de pause. On dit, quand les parents récupèrent, c'est très lourd. Voilà. Et moi, c'est pas mon fils, mais j'ai épousé le papa, et on ne dit pas à un papa, mais écoute, je te sélectionne tes enfants, voilà, ceux-là me conviennent, et puis celui-là, ben, tu te débrouilleras. Donc on prend le tout, et donc, voilà, dans le lot d'un mariage assez tardif, il y a donc Alain. Et Alain, comme il ne fait plus rien, je l'emmène avec moi. C'est-à-dire, il se trouve, il va dans toutes les écuries avec moi. Et en réalité, quand j'y vais, ben, je ne m'occupe pas de lui. Moi, il faut que je fasse des photos, il faut que je fasse des interviews. Donc, je laisse traîner ses guêtres, voilà. Je ne fais pas ce que je fais d'habitude, sécuriser, avertir, dire où est la sortie, je le laisse. Et cette photo, je vous la montre parce qu'elle est forte. Donc, chez Rosie Cotena, Rivesaltes, un centre équestre extraordinaire, né sur des vignes. Rosie me dit, ne te dirige pas vers ce box. C'est un anti-mordeur, on va s'en séparer. Donc voilà, passe ton chemin, va ailleurs, va dans les paddocks pour faire tes photos. Et je me retourne là quand même pour dire à Alain, tu n'y vas pas. Et c'est ça. Voilà. C'est ça que j'ai vu. C'est extraordinaire. Cette photo, bon, elle est passée, je veux dire, je l'ai utilisée, je donne aussi des formations. À chaque fois, c'est beaucoup d'émotions. Parce que dans la vie d'un parent ou d'un coparent comme je le suis, où il y a tant d'incertitudes, tant de fragilité, ces moments-là, et vous qui êtes là, parce que le cheval est votre partenaire dans ce que vous souhaitez faire ou ce que vous faites déjà, vous comprendrez que c'est extraordinaire. Cet animal, ce cheval, n'allait pas bien. Il était au bord de l'exclusion. Un entier mordeur, ça part plus souvent à l'abattoir
que repris dans un club d'à côté. Et ils se sont trouvés. Ça s'est fait sans moi, sans nous. Ils se sont trouvés tous les deux. Et comme Alain est grand, ben voilà, ça donne cette position. Et ce cheval, il a abandonné, il s'est abandonné entre les bras d'un Alain qui est quand même largement aussi azimuté que lui pouvait l'être, ou classé comme tel par le reste de l'équipe. C'est ça qui est extraordinaire. Et il me reste combien de temps avant que la balle ne parte? 5. Donc, voilà, c'est une émotion très forte. Et c'est peut-être ce que je voulais essayer de vous transmettre le plus, là, vraiment en tant que parent. C'est que pour nous, ces moments-là, ce sont des miracles. Ça s'est reproduit, sauf que je n'ai pas forcément pris en photo. C'est des moments où, dans une atmosphère souvent dure, tendue, vous voyez, moi je suis partie hier matin à 5 heures. Le fils devait venir de Perpignan à Montpellier pour 18 heures, il est arrivé à 14 heures. Donc moi, je n'étais pas là, donc son père a interrompu son cours pour aller le chercher. Elle l'a amené dans la salle de classe où il fait cours. De toute façon, les gamins auxquels il fait cours sont en situation de handicap. Voilà. Mais c'est le fiston qui a décidé. Tant pis pour votre programme, hein, votre liberté. C'est comme ça. Voilà. C'est toujours incertain. C'est toujours fragile. Si, je dirais qu'il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que ça va se détraquer. Simplement, vous ne savez pas quand. Et vous ne savez pas non plus à la faveur de quoi. Voilà. Donc, la place du parent, c'est ce que je souhaitais vous rappeler. J'ai lancé un questionnaire, et je vais passer très vite dessus, sans dire, alors, qui n'a pas été adressé aux personnes que j'avais interviewées l'année dernière. Ce questionnaire a été adressé à d'autres équithérapeutes, équiciens, et dans ce questionnaire, je n'ai pas dit que j'étais parente. C'est donc un questionnaire. La première question était mal formulée parce que c'était sur le plan statistique. Bon, comme je ne l'ai pas dit, les réponses n'ont pas été très probantes. Alors, très peu de réponses. Alors que pour l'article, j'avais eu beaucoup de réponses. Je ne sais pas s'il y a un effet de séduction quand on dit aux gens qu'ils participent à un article. Alors, et je constate que sur le thème de la place du parent, j'ai très peu de réponses. Et aux questions dans votre travail, pensez-vous être aussi à leur écoute? Pensez-vous que les séances de thérapie équine leur fassent à eux aussi du bien? Et là, j'en ai oublié une. Souhaitez-vous qu'ils soient acteurs, spectateurs, absents lors des séances? Je vais vous lire quelques extraits de ce que j'ai reçu. Alors, je vous le donne dans l'ordre où c'est venu. Alors, réponse, ça dépend. Je mets des guillemets. Guillemets, le parent peut faire pression. Le parent doit accepter l'évolution de son enfant. J'ai noté entre parenthèses pourquoi il souhaite le voir régresser. Ça, c'est mon coup un petit peu d'agressivité. Je ne sais pas si le parent en tire des bénéfices. Et une réponse très normande. Trop près, le parent peut gêner. Trop loin, ça peut être gênant. Dyspraxique, vous y retrouverez. Celle-là, je l'ai trouvée voilà, assez extraordinaire. Cela dit, j'ai trouvé ça dans l'ensemble plutôt blessant. Par l'absence de réponse et par une forme de dureté. Voilà. Vous êtes dans la posture d'accompagner un enfant, un adolescent, un adulte peut-être. Moi, je suis dans le domaine du handicap mental. Hein, je ne parle pas du reste. Et ce que j'ai remarqué aussi, ça mériterait d'ailleurs une étude plus approfondie, c'est que votre métier d'origine induit une culture aussi. Et une culture, notamment dans la relation aux parents. Ça, c'est absolument clair. Il y a des métiers, c'est vrai, le parent, il rentre, il dépose, il repart. Et ça se retrouve. Et c'est peut-être aussi à réfléchir quand le cheval est là, quand il y a de l'espace, quand il y a de l'ouverture. Voilà. Donc globalement, moi en tant que parent, ça a été assez sec. Après, voilà, à moi d'en faire quelque chose d'autre, notamment de témoigner. De témoigner que ce parent est souvent prescripteur, qu'il paye, qu'il est chauffeur de taxi, qu'il est observateur si on l'accepte, participant beaucoup plus rarement, intégré très rarement aussi, désintégré, ça je vous le garantis.
ça c'est mon expérience et c'est l'expérience de tous les parents, et devenant jeunes adultes, c'est pire encore, en situation de handicap mental, désintégrés, c'est absolument certain, oubliés, reconnus, soutenus, éloignés. Alors comme il me reste peu de temps, et que Sandy va faire une intervention très brillante derrière moi, je voudrais juste vous rappeler que ce parent, c'est toute sa vie qui est là. Vous, ce sont des séances courtes, fabuleuses. Si les parents amènent leurs enfants, c'est parce qu'il y a cette espérance que quelque chose, progressivement, par goutte d'eau, qu'ils puissent l'intégrer. Et que les parents aussi, les parents ont besoin de regards bienveillants. Moi, la suggestion que je vous fais, cet animal qui est notre partenaire à tous, ce cheval, cet âne, qui lui, justement, a cette capacité fabuleuse à être bienveillant. Vous savez, cet œil qu'il pose sur nous et dans lequel on ne lit pas qu'on est valide ou non valide, qu'on est trisomique ou qu'on a une hanche en moins ou un bras en moins. Voilà, que cette bienveillance, elle soit aussi proche de votre cœur. Le parent, lui, il repartira après la séance pour une journée qui n'en finit pas, et parfois des nuits aussi, qui n'en finissent pas. Il est créatif, il est souvent épuisé. Moi, je suis déjà en train de faire le programme, je reprends le train demain matin, parce que je prends le relais de mon mari demain à partir du moment où j'arrive à la gare. C'est-à-dire, je remets le costume de super EduxP pour le Grand Ouistiti. Voilà, faut y aller. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc ce parent, c'est un créatif. Non, il n'est pas dans le déni, il ne sait que trop que son enfant est en difficulté, il le sera toute sa vie. Il sait même qu'après sa propre mort à lui, les difficultés ne cesseront jamais. Je terminerai en citant Jérôme Garcin, qui est un journaliste, romancier, qui écrit merveilleusement bien sur le cheval. Et je trouve que la phrase que je vais vous citer induit une réflexion et beaucoup de tendresse. Il dit à propos du cheval, maintenant qu'il ne nous est plus utile, il est nécessaire. Et je crois que c'est ce qu'on trouve dans la médiation équine, c'est qu'il soit nécessaire. Mais moi, ce que je vous suggère, ce que je vous propose, c'est qu'il soit nécessaire à tous. Pas uniquement à l'enfant, l'adolescent ou cet adulte que vous avez en séance, mais qu'il soit aussi nécessaire à travers vous, avec bienveillance, pour ce parent qui, lui, sera sans arrêt, sans cesse, parce qu'il n'a pas le choix, aux côtés de cet enfant, dans cette différence. Et pour laisser la parole à mon mari, je vous passe le dessin qu'il a fait pour nous. Alors, c'est un boulet, hein, pour ceux qui ne voient pas bien, voilà. Et un boulet qui serait quelque part au pied d'Alain, je vous garantis qu'il y est. Voilà. Et c'est ça. Allez, filles, sous-filles, on avance. Voilà. Donc, merci par avance de votre bienveillance. Profitez-en, profitez de la présence des chevaux, des ânes, pour ceux que je connais, à côté d'eux, pour voir comment votre œil, votre corps, peut lui aussi entrer dans cette bienveillance pour ce parent qui est là. Voilà. Et que donc nos différences nous réunissent. Je vous remercie de votre attention, puis je vais passer la parole à Sandy.